Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre tribune panafricaine Ouro Africa. C'est 1h30 d'échange de réflexion sur les grandes problématiques du continent. Ce soir, plein phare sur un constat qui inquiète même au-delà du continent. On parle là de cette démocratie qui, il y a quelque temps encore, semblait exponentielle, mais aujourd'hui paraît fébrile. On a comme impression d'un recul de la démocratie sur le continent africain. Les indicateurs sont là depuis 2012. C'est 14 coups d'État validés et actés sur le continent. 2022, vous connaissez la saga avec les pays de l'AES. La région Afrique centrale n'a pas été épargnée. Ce soir, on va s'interroger et se questionner sur le pourquoi de ce recul de la démocratie sur le continent africain. Puisque Ouro Africa est là pour poser le débat, les vrais débats du continent. En introduction, on s'arrêtera sur un concept qui n'arrête pas aussi de faire réagir sur le continent et même dans notre pays, le Cameroun, c'est ce concept d'émergence puisqu'il nous a été vendu pour nous Camerounais pour 2030. On va dire en introduction quelques mots sur ce concept et sur le pourquoi de ce scepticisme qui entoure la question. De nombreux Camerounais commencent à s'interroger sur la capacité du pays à véritablement se projeter sur les jalons de cette émergence-là. Qu'est-ce qui coince? Le potentiel est là, selon certains dire. La richesse est là. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que plus la date se rapproche, plus l'émergence s'éloigne de notre pays, le Cameroun? Et pour ce faire, ils sont déjà en plateau avec moi. Ils sont politiques, ils sont analystes, ils sont juristes, ils sont chercheurs. J'aimerais tout de suite introduire, sans la traditionnelle séquence habituelle, j'aimerais tout de suite introduire ceux qui vont nous accompagner ce soir. Je commence par ma gauche proche avec un accompagnateur, que dis-je, un pilier de Ouro Africa. Désormais, il sera docteur, ce ne sera plus Timothée. Docteur Essomba, c'est un juriste, j'ajoute chercheur, qui justement nous accompagne depuis des années déjà. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à mes copanélistes. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent depuis Yaoundé et à tous les panafricains qui se connectent à Ouro Africa. Alors docteur, du Gabon, du Congo, de RDC, on nous a dit le docteur n'a pas arrosé le titre. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Essomba, on l'a connu sur nos différentes estrades. On a connu le directeur de publication, directeur de la publication. Aujourd'hui, le docteur en sciences sur des questions juridiques et même politiques, puisque ces domaines sont, on va dire, transversaux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrosé, docteur Essomba? Stéphane Barga, c'est en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, que le doctorat est considéré comme l'aboutissement. Oui. Alors que sur d'autres latitudes, le doctorat est considéré comme le droit de dire. Oui. C'est le commencement de la science. Et je ne pense donc pas que, au regard des ambitions que je me suis fixées, au regard de la responsabilité que j'incarne en tant que panéliste de cet auguste espace, au regard de la responsabilité familiale, la responsabilité nationale, je devrais toujours avoir les triomphes modestes. Oui. La meilleure manière pour moi d'arroser ce grade est de me lever davantage pour édifier les populations qui nous suivent. Et j'ai saisi donc la pêche pour faire une petite mise au point sur une certaine polémique qui a envahi l'espace public aujourd'hui. Laquelle? On dit le président
Paul Biya est à Genève, mais les décrets sont signés, faits à Yaoundé. L'article 1er alinéa 8 de la Constitution du Cameroun dit que Yaoundé est le siège des institutions. Oui. Et le président de la République n'est pas une institution, personne. Le président de la République est une institution, organe, composée de personnes qui l'animent et de services. En vertu du principe de la continuité de l'État, le président de la République est dans le siège des institutions partout où il se trouve, tant qu'il n'a pas encore été remplacé. Et vous allez donc observer que les décrets que le président de la République signe sont enregistrés à Yaoundé dans le journal officiel, bénéficient du visa de la présidence de la République qui en est l'émetteur et le publicateur. Il ne s'agit pas, il ne tire pas leur validité de la seule signature de l'individu qui est Paul Biya. Il tire leur validité du respect d'un mécanisme procédural qui ne peut intervenir qu'ici au niveau du siège des institutions. La fiction juridique, c'est-à-dire la fiction juridique, voudrait donc que, peu importe où l'individu signataire se trouve, ces décrets ne deviennent authentiques que parce qu'ils viennent de la présidence de la République. Le fait à Yaoundé n'est pas l'endroit où on a signé. On n'a pas dit signer à Yaoundé, on dit bien fait. Qu'est-ce qu'on met dans le verbe faire un décret? La légistique distingue donc, c'est-à-dire l'art de rédiger des actes administratifs ou des actes juridiques, autant pour moi, distingue entre signer un document et fabriquer, faire un acte juridique. On fait où? À Yaoundé. Merci. Mais on peut l'avoir signé partout dans le monde. Merci pour cet éclairage, docteur Essomba. Vous êtes rassuré, le docteur est là pour justement vous apporter la science. 6 96 11 37 22, c'est le numéro à partir duquel vous avez la possibilité d'interagir sur cette tribune de Ouro Africa. Autre docteur, docteur immense, puisque nous avons sur ce plateau le patron de l'Union des populations du Cameroun, le secrétaire général, le docteur Pierre Baleguel Onkok, qui lui aussi nous accompagne ce soir. Bonsoir LG. Alors bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane. Je suis davantage un politicien. Oui. Alors donc, toutes mes félicitations à Timothée. Oui. Et il a gravi des grades. Oui. Il ne faut pas qu'il fasse la fausse modestie. C'est pas facile hein, d'écrire une thèse de doctorat. Oui. J'en ai fait 3, je sais ce que c'est que cette histoire-là. Donc, toutes mes félicitations. Il doit savoir qu'il entre dans un monde d'esprit libre, de plus en plus libre. Il ne doit pas être enfermé dans quelle que soit l'analyse. Dans une situation où quand un docteur prend la parole, c'est pour manifester sa liberté d'esprit. Pour faire parler la science. C'est ça, ok. Mais je vous remercie de m'avoir invité encore. Je suis toujours content d'être avec mes copanélistes que je connais davantage, les jeunes Guy, Timothée et Moïse. Merci LG pour la présence. Docteur Mbok, vous avez la bénédiction des anciens. Vous êtes sur ce plateau depuis un moment déjà. Bonsoir, bienvenue au stratège, ou alors à l'expert en stratégie politique. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. J'ajoute les félicitations justement à Timothée. Je lui rappelle que peu importe ce qu'il va donner comme argument, il va nous donner le vin et on va boire. Donc tout ce qu'il me dit là c'est bien, mais voilà. Donc c'est un bonheur d'être là. Je salue naturellement les équipes techniques, je salue le PDG, toute la grande maison Info TV qui travaille chaque jour pour... C'est vrai que nous on fabrique des personnages sur cette estrade. Docteur Soma nous accompagne, mais il est devenu docteur sur... Effectivement. Avant nous, c'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que voilà. La campagne a révélé un autre aspect de vous, peut-être que vous ignorez vous-même, avec cette fugue, je l'appelle comme ça, là, aux côtés de Issa Chiroma Bakari. Vous voyez cette nouvelle? Comment elle va? Bon, c'est la vie, je peux faire
préfère ne pas répondre apparemment. Elle est un nouveau porte-parole. Oui. Je crois que c'est elle qui peut répondre à sa place. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Permettez-moi de saluer les peuples d'Afrique de l'Ouest, Oui. et notamment ceux de la Côte d'Ivoire. Vu la tenue que vous avez aujourd'hui. Je porte qui est une tenue de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et des Oui. peuples Oué, en particulier, que je salue. Aujourd'hui, il y a 2 ans, ils m'ont anobli. Et j'aimerais aujourd'hui leur dire que je porte la Côte d'Ivoire dans mon cœur, l'Afrique de l'Ouest dans sa globalité, parce que vous avez également le Ghana qui est concerné par ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai envie de leur dire, nous sommes panafricains, nous aimons l'Afrique, et avec cette tenue, nous valorisons l'Afrique. Nous sommes prêts ici, que ce soit moi, Dr Essomba et naturellement les autres, à mettre en valeur les tenues que vous nous enverrez, parce que ça m'est parvenu, vous imaginez. Oui. Donc d'autres tenues peuvent également parvenir ici. C'est ça l'Afrique qui gagne, c'est ça l'Afrique qui rayonne, et c'est l'Afrique que nous présentons au monde aujourd'hui. Merci, Dr Jean-Moïse Mbok. Je termine l'exercice avec un autre acteur politique que, justement, on s'attelle à mettre en avant le discours, vu qu'il est panafricain et panafricaniste. Jean Gizogo, le président général de l'Union des populations africaines, UPA, est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, je présente tous mes respects au docteur Balé-Gelkot. C'est pour moi un honneur d'être à ses côtés dans un panel. C'est une masterclass, c'est le master expert et l'histoire de l'UPC nous impose de toujours présenter notre déférence à la lutte qui a été menée au prix du sang par ses aînés. Qui sont également des références pour nous. Je salue amicalement mes co-discutants de ce soir, que je retrouve ça avec beaucoup de plaisir. Alors, maître, je reste avec vous un moment, puisque ce plateau, j'aime à le dire, il est essentiellement là pour promouvoir les valeurs panafricaines et même panafricanistes. Lorsque vous observez, et vous le dites avec toute l'humilité consacrée, le parcours et surtout le positionnement qui est celui de l'UPC aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez tout ce qu'il y a autour de l'UPC? Est-ce que c'est du gâchis, c'est un acte manqué, ou bien est-ce qu'il est temps que la sérénité, en vue des échéances qui arrivent, revienne dans la maison UPC? Je pense que la situation de l'UPC n'est pas le fait de l'UPC. Oui. Il faut déjà commencer par poser les jalons du débat en rappelant que l'UPC, qui est combattu depuis sa création, dont les leaders ont donné de leur vie pour que nous soyons capables de nous asseoir ici aujourd'hui, a démontré par A plus B, d'ailleurs on n'en a plus besoin, que c'est le caillou dans la chaussure du système néocolonial établi. Oui. Avec l'éviction d'André Marimbida et l'élection d'Amadou Ahidjo, qui a été au final le bourreau de ses propres frères. Et malheureusement, le système, pour se perdurer, a forcément besoin d'affaiblir ceux qui incarnent à eux seuls, ne serait-ce que par leur seule existence, l'histoire d'une résistance à l'asservissement. Donc l'UPC est une victime, l'UPC est un symbole, l'UPC est un symptôme. Et nous devons tous, quel que soit notre bord politique, nous rappeler que avant d'être Union des populations africaines, nous sommes les enfants de l'UPC. Oui. Et forcément, tout ce que moi je peux dire, c'est que ceux qui ont la capacité à l'Union des populations camerounaises de ramener un minimum de sérénité dans la maison, dans la perspective des élections législatives et municipales qui arrivent, ils doivent donner de leur personne, et peut-être même encore plus, pour que l'UPC ne soit pas absente. Oui. Lors de prochaines C'est la question que j'allais vous poser pour nous surtout, sortir. Est-ce qu'il devrait y avoir encore une autre séquence législative dans ce pays sans que l'UPC ne soit de la partie? Lorsque l'on sait justement qu'il y a eu des élections où elle était absente. Amputer les élections législatives et municipales de la présence de l'UPC, c'est partir avec une élection boiteuse. Parce que l'élection doit être une compétition, et pour que la compétition soit sincère, il faut mettre en place un ensemble de mécanismes qui permettent à tous ceux qui veulent compétir de compétir. Oui. Parce que commencer par sélectionner ceux qui peuvent compétir sur des critères complètement iniques biaise le jeu et montre clairement qu'on a quelque part peur de cet adversaire qui à lui tout seul incarne quelque chose. Parce que vous savez, on peut tuer des hommes, mais il est quasiment impossible de tuer une idée. Merci. Et en cela, l'UPC reste
plus qu'une idée, l'IPC reste une référence politique. Merci, Maître Zogo, pour ce témoignage sur ce parti-là, le parti fondateur du Cameroun. Nous, on aime à le préciser ainsi, le parti qui a justement mis sur pied, ou alors mis sur scène, les premiers acteurs référents de l'histoire du Cameroun. On va rester, pas dans l'histoire, mais surtout avec vous, Jean-Moïse Mbok, sur justement la vie des populations africaines, la vie des Camerounais, avec un concept qui nous tient particulièrement à cœur. On parle de l'émergence, Jean-Moïse Mbok. Au Cameroun, on s'inquiète. Nous sommes à quelques jours, quelques années, 4 déjà de justement de la date fatidique. On s'inquiète encore. Est-ce qu'on pourra justement arriver à construire et asseoir cette émergence-là avant 2030? Avant de parler d'émergence, je ne peux pas ne pas parler de l'UPC. Je veux rapidement dire, tous ceux qui sont de l'UPC et qui m'écoutent, ils sont nombreux, doivent retenir que ceux qui nous gouvernent n'ont pas d'état d'âme. Ce n'est pas eux qui vont les réconcilier. Si l'UPC ne décide pas fondamentalement à l'intérieur de trouver une solution par eux-mêmes, personne ne va les aider. Au contraire, la scission sera amplifiée et c'est le Cameroun qui perdra, malheureusement. Donc il faudra aujourd'hui que tous qui sont de l'UPC rentrent dans une dynamique de legacy. Tous ceux qui se réclament. Tout ce qui se réclame de l'UPC. Moi, je ne parle pas aujourd'hui des tendances. J'ai l'UPC devant moi et je refuse de voir qu'il y a une excroissance. Je vois simplement des hommes qui aiment le Cameroun et qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter en plus de ce qui est déjà fait. Mais qu'on mette tout ça ensemble, c'est possible. Il faudra aujourd'hui que ceux qui rentrent en politique rentrent dans une dynamique d'héritage. C'est-à-dire que nous laissons quoi à ceux qui viennent après nous? Nous laissons quoi à ceux qui nous suivent? Et qui mieux que l'UPC pour montrer le ton? Il y a un grand défi aujourd'hui, à côté des élections proprement dites, il y a une capacité de se réinventer, de se surpasser, de même accepter de payer de soi-même pour pouvoir faire revivre cette âme immortelle. On n'a pas dit un corps immortel, on a dit une âme immortelle. Ça m'amène donc à l'émergence. L'émergence, dans une définition très simple, c'est de faire sortir mieux que ce qui a déjà existé. De faire apparaître ce qu'on ne voit pas encore. J'ai envie de parler de manière tellement simple que tout le monde le comprenne. Allez-y. Alors, quand on dit qu'on vous amène dans l'émergence, c'est-à-dire qu'on vous amène dans le rêve que vous avez souhaité, que vous avez demandé à vos dirigeants. Et dans ce rêve, on met donc les questions de base, qui sont la santé, les services, les biens, le bien-être, l'éducation, un ensemble de concepts qui permettent à une nation non seulement de s'autodéterminer, de se prendre en charge, mais de se donner les moyens d'influencer, parce que dans la mondialisation, je ne parle pas que prendre, j'apporte aussi. Donc l'émergence est vraiment un construit d'un point A à un point Z qui amènera à terme les populations à s'émanciper. C'est-à-dire que quand on parle d'émergence, on n'aurait plus besoin du blé d'Ukraine, on aura cultivé le blé chez nous. Quand on parle d'émergence, on ne va plus chercher les cure-dents en Chine, on les aura produits chez nous. Quand on parle d'émergence, on ne va plus essayer de croire que c'est le costume sans taquiner quelqu'un qui est plus important que ce que je porte aujourd'hui ou que ce que porte le SG. Quand on parle d'émergence, on parlera d'hôpitaux qui ont une capacité qui nous permet de nous prendre en charge de manière à ce qu'on aille chez les autres seulement en cas d'extrême urgence. Quand on parle d'émergence, on parle de routes qui sont en fait des moyens d'acheminement des produits et non juste une formalité en termes de longueur, de numéraire et j'en passe. Donc de manière très simple, les pays africains ont pensé, et j'ai envie de dire que c'est une bonne idée, de s'adosser sur l'émergence. Maintenant la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'émergence? Moi je dis, dans mon entendement, dans ma compréhension, c'est permettre aux citoyens d'avoir une meilleure vie avec les richesses et les biens qui sont dans leur
territoire. Merci, Dr Mbok. LG, alors la question de l'émergence revient comme un fantasme, beaucoup veulent y accéder, mais est-ce que vous, en tant qu'observateur attentif, vous percevez qu'on en ait les moyens? Je l'ai dit, le glas sonne dans 4 ans, nous sommes en 2026, 4 ans. Est-ce que lorsque vous observez le jeu des acteurs et surtout le retour que vous avez en termes de management, en termes de gouvernance, en termes de projection et même de perspective, vous sentez, pour ce qui est, par exemple, du Cameroun, que nous pourrons être du rendez-vous et que le rendez-vous, avec la promesse présidentielle, entre guillemets, sera respecté pour 2030? Alors Stéphane, on ne joue pas avec les termes. Voilà. C'est un peu difficile. Vous avez 3 termes. Il y a la croissance, oui, qui est basée sur le produit intérieur brut. Vous pouvez avoir une bonne croissance et ne pas être un pays développé. Oui. Parfois, le Cameroun a une croissance qui dépasse celle des pays qu'on appelle les pays émergents, les pays de l'Asie. oui. Mais pas, on n'est pas un pays développé. Donc, il y a la croissance en termes de produit intérieur brut. Maintenant, il y a le développement. Avant d'arriver à l'émergence, le développement, c'est que bon, il y a un problème de gouvernance là-dedans. C'est-à-dire, vous produisez les biens et vous faites tout pour satisfaire les biens, les nécessités primaires des populations. C'est ça le développement. Les gens vont à l'école, les gens vont se soigner à l'hôpital, et les gens mangent peut-être à leur faim. Vous êtes dans un processus de développement. Or, l'émergence, comme disait Moïse, c'est plus que ça. C'est-à-dire, vous entrez dans l'industrialisation de votre pays. Vous fabriquez les choses, et un pays émergent commence déjà à faire les téléphones. Et c'est reste que l'assemblage, c'est ça. Et c'est ça que vous attendez quand on parle de pays comme Taïwan, on parle de pays comme la Corée, Singapour, c'est des pays émergents. Mais dites-vous bien, vous ne pouvez pas, en 4 ans, comment vous allez faire? Taïwan a 35 000 km². Le Cameroun a 475 000 km². Mais nous importons le riz de Taïwan. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'en 4 ans, vous allez faire l'émergence? Vous n'êtes même pas encore au niveau du développement. Je dis et je reprécise, il y a la croissance, le développement et l'émergence. Vous n'êtes pas encore au niveau du développement parce que les gens meurent, parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Les gens, tout le monde ne va pas à l'école. Moi, il y a des années où j'ai payé 15 pensions avec mes modestes revenus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le développement. Il ne faut pas qu'on se dise la vérité. Comment vous allez sauter pour être un pays émergent? Vous pouvez commencer, mais là, encore que c'est une question de volonté. Si les gens font la vraie décentralisation, peut-être on peut aller plus vite. Parce que selon les Anglais qui travaillent avec moi, de la grande université Imperial College of London, qui est l'université de base, selon ces Anglais, ils croient qu'en 2 ans, le Cameroun peut se développer. Il y a un qui me disait l'autre jour, avec l'ambassadeur de l'Union européenne, on s'est rencontrés il y a 7 jours, il me disait un Anglais me disait que quand vous venez au Cameroun, vous trouvez les gars qui bouillonnent, ils veulent se développer, c'est pas comme les autres pays d'Afrique, ils veulent se développer. Mais un système le système ne les permet pas de réagir. Donc, pour répondre à votre question... Vous êtes pessimiste? Non, je dis très bien qu'on ne peut pas sauter l'étape de développement pour arriver à l'émergence. Ça sera très difficile. Et pour arriver à l'émergence, il faut construire un tissu industriel appréciable. Et pour ce faire, il faut une volonté. Merci LG. Vous avez posé le préalable. Docteur Somba, le LG préconise qu'il faille d'abord se développer, il faut construire un tissu économique viable. La réalisation, on n'est pas encore à la politique en Afrique, on est encore un peu en train de surfer sur les questions d'émergence, donc on revient dessus dans 1 ou 2 minutes. Tant que Dr Somba nous exprime, puisque la question d'émergence est une question qui est âprement discutée sous nos latitudes
dans la région Afrique centrale. Tous les pays veulent être émergents. Tout le monde parle d'émergence. Est-ce que nous, on a déjà fait ce saut qualitatif que le docteur Balaguel met en avant sur ce plateau, qui amène d'abord à construire un tissu, à esquisser une once de développement pour espérer en 2030 pouvoir être sur les mêmes standards que Singapour, Taïwan et tous les autres? À la suite du docteur Mbok et du docteur Balaguel, je fais le constat qu'il y a un chorus. Oui. Le dénominateur commun, c'est que le potentiel y est. Oui. Mais il y a une chape de plomb qui est politique. C'est ça. Parce qu'en réalité, les institutions politiques influencent les institutions économiques. Or, il est évident que notre modèle politique impacte négativement sur le modèle économique. Il y a plein de questions qui doivent être revues. J'ai lu un communiqué hier qui concernait la RDC, où on lançait un appel à manifestation d'intérêt pour recruter les mandataires des entreprises et établissements publics sur la base d'un projet d'expansion clair. Chez nous, nous avons encore beaucoup de problèmes, des questions d'équilibre régional qui plombent l'efficacité. J'ai regardé le match des Lions hier. 70% des athlètes sont originaires d'une même aire géographique. Mais ça n'a pas dérangé les Camerounais. Ça veut dire qu'on peut dépasser ces questions d'équilibre régional, ou alors on peut les actualiser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le tour du Cameroun, on va se rendre compte qu'il y a des intelligences partout. On peut sortir de la logique des quotas, organiser plutôt des concours régionaux, bref, mettre un système qui nous permet d'avoir les meilleurs de toutes les régions. Au lieu d'avoir, non pas les meilleurs de toutes les régions, mais quelques meilleurs et matinées de quelques poussifs. Ça fait partie des éléments. Quelques bras cassés. Et vous voyez que cette logique s'étend jusqu'à la nomination au niveau des portefeuilles ministériels, où le clientélisme, les rentes de situation et une certaine loyauté biaisée priment sur la compétence réelle. Vous voyez un peu. Ce sont autant de petits éléments politiques qui gênent. On développe une société pas seulement avec l'économie, mais en valorisant ce qu'on appelle les structures mentales. Et on valorise la structure mentale avec quoi? L'éducation et la règle de droit. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et vous ne pénalisez pas l'enrichissement illicite. Vous ne pouvez pas être émergent et celui qui mène les enquêtes sur la corruption ne peut pas saisir la justice. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et ne pas payer les enseignants. Je peux citer comme ça autant d'éléments non économiques qui viennent donc empêcher l'économie de respirer. Oui. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et négliger votre soft power. Regardez le budget du ministère des Arts et de la Culture. Il est l'un des plus petits. Et c'est étonnant quand on sait que l'Occident a dominé le monde avec la poésie. Les États-Unis ont dominé le monde avec McDonald's, les jeans et les films. Les Chinois jusqu'à aujourd'hui continuent de faire peur à tout le monde avec les films chinois. C'est ça. Et nous, on met tous ces secteurs qui peuvent être industrialisés à la remorque de notre développement. Et on croit que la croissance va se décréter et on va devenir émergent. Non. Alors que la démarche est holistique. Oui. Même les musiciens, vous ne pouvez pas être émergent et laisser que les gens chantent des obscénités. Voilà. C'est un problème. C'est un problème. Donc, il y a tellement de facteurs non économiques, des leviers sur lesquels on doit nécessairement actionner pour avoir une économie saine. Vous ne pouvez pas avoir une économie saine si le mindset est malsain. Merci, docteur Essomba. LG, il y a un téléspectateur qui vous interpelle particulièrement parmi les contributions qui sont déjà là. Il dit, bonsoir, j'aimerais attirer l'attention du LG de l'UPC. Pour monter des téléphones, il faut avoir de l'énergie. Est-ce que c'est le cas au Cameroun?
il met déjà le préalable. Les préalables que vous avez mis en avant en évoquant la question énergétique qui plombe toute initiative de développement. Ça n'attend pas forcément que vous répondiez, mais je voulais... Je vais revenir. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Oui, je peux aller très vite. Parce que ça commence par l'assemblage. Moi, je suis dans le secteur des pesticides, c'est-à-dire les insecticides et tout ça. Là. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire? On commençait d'abord à faire un assemblage. Et après, vous faites la fabrication. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Apparemment, ils sont en train de faire les assemblages, les téléphones, même des véhicules. Même des véhicules. Volkswagen, sans publicité. Donc l'industrialisation, c'est une progression. Et je reviens sur ce qu'il dit. Et il faut utiliser les meilleurs cerveaux pour le faire. Et en utilisant les meilleurs cerveaux, la question de l'énergie va être résolue. Merci. Alors, Jean-Guy Zogo, au-delà de l'ambition politique, mais il y a la réalité des moyens. Est-ce que, justement, le substrat camerounais, le substrat africain, puisque les problèmes sont les mêmes quasiment partout, dans les régions, à part quelques spécificités bien senties, est-ce que vous percevez, au-delà du slogan, au-delà de la vision, je mets les guillemets, l'ambition réelle telle que Singapour, Taïwan, la Corée et les autres ont eu pour que nous soyons émergents? Pour nous, le deadline, c'est 2030. Stéphane Baga, la plus grande victoire des oppresseurs de l'Afrique, c'est d'avoir réussi à travestir la perception que l'Africain a de lui-même. Parce que l'émergence ne veut absolument rien dire. C'est un concept idéologique à l'instar du développement et du sous-développement. Le tiers-monde, par exemple, ce n'est qu'une idéologie. Ça n'existe pas, le tiers-monde. Et en réalité, comme disait Hubert Kamgan, la seule raison pour laquelle on s'engage en politique, c'est parce qu'on nourrit l'ambition de tout mettre en œuvre pour faire triompher un modèle de société. Oui. Le modèle de société, c'est en fait la conception prospective de la perception qu'on a de soi et de sa place dans le monde. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre l'exemple de la Chine. Pendant que les Occidentaux, ces 50 dernières années, ont affublé la Chine d'un ensemble de qualificatifs, pays en voie de développement, pays émergents, pays industrialisés, la Chine, elle, ne s'est perçue qu'avec un seul qualificatif, l'empire du milieu. Donc pendant que vous leur donnez une perception que vous avez d'eux, eux ils vous disent qu'ils se perçoivent comme l'empire du milieu et ils ont construit leur modèle social sur ça. Leur projet de société, le projet de société chinois est civilisationnel parce qu'il est la perception de comment le Chinois se voit et comment le Chinois voit ses rapports avec les autres. Or, l'Africain ne sait même pas qui il est. Parce qu'en réalité, le contrat social est simplement la formalisation prospective d'un construit culturel. Oui. Et par conséquent, moi, là où vous parlez d'émergence, moi, je ne vois simplement qu'un slogan politique. Parce que Réalisable, atteignable dans le délai il n'est annoncé. absolument pas atteignable parce que les prérequis ne sont pas acquis. Et parfois ne sont pas connus. Parce que si on s'en tient à ce que le professeur Joseph Tchoundian Pouemi disait que l'indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide, vous vous rendrez tout de suite compte que si vous ne disposez pas des éléments de contrôle et de maîtrise de la politique économique, tout ce que vous faites relève de la chimère politique. Et en réalité, quand j'ai l'habitude de dire qu'un pays comme le Cameroun, à l'instar des anciennes colonies françaises d'Afrique en particulier et de l'ensemble des pays africains en général, n'est pas gouverné mais il est administré, c'est parce qu'en réalité, gouverner c'est quoi? Gouverner c'est manager les avantages naturels comparatifs. On les manage sur le fondement d'un contrat social et d'un projet de société. Et ça suppose qu'on doit être capable de faire des anticipations rationnelles. Et vous ne pouvez pas dire que vous faites des anticipations rationnelles si au bout de 40 ans, aucun secteur d'activité de la vie de l'État n'a connu le succès que vous lui avez prédit. Ça veut dire que gouverner qui est prévoir, vous n'avez absolument rien prévu. Si vous n'avez rien prévu, ce n'est pas au bout de 40 ans et à 4 ans d'une échéance que vous pouvez avoir la prétention avec les mêmes individus dont le logiciel idéologique n'est pas conçu pour travailler au progrès de leur pays, que vous allez atteindre cette émergence. En réalité, le problème de l'Afrique est d'abord identitaire. Parce que ce n'est pas le costume ou l'habit,
C'est comment je me perçois. Le président chinois porte les costumes, monsieur. Mais ça ne l'empêche pas d'imposer sa volonté à l'Occident. Le problème, c'est que quand on nous a vendu le concept de l'émergence en 2030, à l'horizon 2035, on n'a pas dit aux Camerounais ce qu'il y avait dans émergence. Si vous prenez 3 exemples simples, santé pour tous à l'an 2000. Peut-être pensait-on à l'époque que l'an 2000 était très loin. Nous sommes aujourd'hui en 2026. On continue à séquestrer les femmes dans les hôpitaux camerounais parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir la prétention de vous industrialiser si vous n'opposez pas le soubassement énergétique et infrastructurel de l'industrialisation. Résultat, vous avez des éléphants blancs comme le barrage de Mekin. 30 milliards de francs CFA déjà consommés. Éléphants blancs. Et l'État du Cameroun, parce que c'est l'État, quand le gouvernement décide de chercher des fonds qu'on va injecter dans cet éléphant blanc, c'est notre argent. Et troisième exemple, vous n'êtes même pas encore arrivé à consolider les fondamentaux de l'ensemble des mesures économiques et sociales qu'on doit injecter dans l'économie, dans la société pour permettre à celle-ci de s'autodéterminer. L'éducation. Le système éducatif camerounais aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Vous avez un système où on a eu à délibérer dans ce pays à 7 de moyenne. On a eu la promotion collective dans laquelle on a donné l'impression que le mérite ne valait rien du tout. On a fabriqué une société où les gens sont beaucoup plus préoccupés par la satisfaction de leurs besoins libidineux que par ce qu'ils peuvent apporter à la construction d'un édifice national. Donc, en la réalité, et je sortirai par là, l'émergence ne veut rien dire. Par contre, ce que l'Union des populations africaines a mis sur pied, c'est un programme qui s'appelle Développement local concerté, qui repose sur 2 piliers. On attendra à ce niveau le la campagne. Non, ce n'est pas en campagne. Je suis en train de vous expliquer que tout à l'heure, lorsque le docteur Balaguer Cole parlait de la décentralisation, nous vous disons que l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques publiques ne part pas du sommet vers la base, mais c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire qu'on doit commencer par là. On doit d'abord commencer par requérir les aspirations profondes des populations à travers la concertation au local et maintenant élaborer les politiques et les associer les populations à leur mise en œuvre et à leur contrôle. C'est pour là que nous on parlait d'un progrès innovant. Donc il n'y aura pas d'émergence à l'horizon 2035, il faut oublier ça. Peut-être pourrait-on avoir un progrès si ceux qui gouvernent aujourd'hui nous cèdent de la place. Merci, Maître Zogo. L'état des lieux semble faire froid d'eau, mais la réalité est là. Les acteurs politiques, techniques et même scientifiques sont exprimés. C'est à chacun d'avoir sa perception. Pour eux, il n'y aura pas émergence. Pour l'État du Cameroun, on espère que les décisions qui doivent être prises pourront être prises pour que le deadline puisse être atteint et de façon à ce que un semblant quand même puisse être présenté aux populations devant qui les engagements ont été pris. Tout de suite donc on va évoquer la politique en Afrique avec cette démocratie en recul, avec un gros point d'interrogation. Alors je vais commencer par justement les techniciens. Docteur Somba, je me tourne vers vous. Alors, lorsque vous observez la démocratie, je ne vais pas dire l'africaine, mais la démocratie selon les standards normaux, est-ce que vous pensez véritablement que sur le continent, on pourrait avoir des cas d'école, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Sénégal, bref, sur le continent africain, est-ce que vous pensez véritablement que nous sommes en démocratie? Stéphane Barga, qu'est-ce que la démocratie? Il y a ce concept défini. Voilà. La démocratie, du peuple, c'est simplement le gouvernement du peuple. Oui. Ou si vous préférez, le pouvoir du peuple. Mais comment ce peuple peut-il gouverner s'il ne sait pas choisir le modèle? Votre thématique, à l'aune des standards internationaux, va nous biaiser le débat. Parce que la démocratie nous a été vendue comme panacée. Or, en réalité, c'était le véhicule du néocolon pour positionner ces hommes liges à la tête de nos États. C'est tout. Et
Et ceux-ci n'avaient aucune ambition de démocratiser nos sociétés. Que veut dire simplement démocratiser nos sociétés? C'est justement de donner le pouvoir au peuple. Donner le pouvoir au peuple ne signifie pas forcément permettre au peuple d'élire les candidats. Donner le pouvoir au peuple, c'est libérer les énergies, assurer un bon système éducatif qui crée ce que l'on appelle une conscience nationale. Lorsque vous avez les Camerounais, je prends le cas du Cameroun. Allez-y. Est-ce que vous avez l'impression que chaque Camerounais, là où il est, travaille pour l'émancipation du pays? Les gens travaillent pour survivre, les gens travaillent pour régler leurs problèmes. On n'a pas l'impression qu'on travaille parce qu'on veut bâtir une nation et qu'on est prêt à un engagement quasi sacrificiel pour la gloire du Cameroun. L'hymne que nous fredonnons tout le temps n'interpelle pas beaucoup de personnes. Parce qu'on donne l'impression que c'est un slogan incantatoire. Les gens sont trop préoccupés à vivre. Il y en a qui survivent, il y en a qui vivent, et il y en a qui vivent très bien. Voilà les trois catégories que nous observons au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. La question qui se pose alors, et qui est thématisée aujourd'hui, on parle de quelle démocratie? La démocratie, en termes de qualité, selon les standards occidentaux, alternance, élections régulières, liberté d'opinion, liberté d'expression, état de droit au sens juridique, état de droit au sens économique avec les croissances, le développement, l'émergence, ainsi de suite. Ou alors, c'est la démocratie qui permet à un peuple de s'autodéterminer et de choisir son destin. Comme le disait... Les deux démocraties sont incompatibles. Les deux démocraties sont incompatibles. À partir du moment où on veut... Il y a un vent de démocratie qui veut uniformiser le monde. Et qui laisse l'Afrique en marche. Pourquoi? Parce que leur modèle social, leur structure sociale est favorable à ce modèle de démocratie. Changer les présidents aux États-Unis 1000 fois par an. Le projet civilisationnel est le même. Prenez le cas de la Russie. Bougez tous les ministres, bougez les présidents. Sergueï Lavrov reste au ministère des Affaires étrangères. En France, il y avait un dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir. Qui a été ministre des Affaires étrangères pendant longtemps. Peu importe quel bord, peu importe quel bord gérait le pays. On a eu Foucault aussi. Bon. Voilà. Donc il y a des acteurs comme ça qui portent l'aspiration spirituelle ou alors prospective d'une nation. Il faut donc que l'Afrique s'asseye. Et vous allez voir que les pays africains qui aujourd'hui commencent à émerger, même comme mon frère Zoro n'aime pas cette expression, sont des pays qui à un moment donné se sont assis. Il y avait une spirale de coups d'État au Nigeria. Les Nigérians se sont assis. Comment est-ce que nous mettons un terme à ces coups d'État? C'est le phénomène de la présidence rotative. C'est leur modèle de démocratie qui ne peut jamais être adapté aux États-Unis. Au Nigeria, on sait qu'il y a le nord, il y a le sud. Lorsque le président est du nord, le vice est du sud. Et après 2 mandats, que vous soyez compétent ou pas, le nord ne présente plus de candidats parce que c'est le tour du sud. Il y a donc cette saine compétition qui a fait qu'il n'y a plus de coup d'État. Et lorsque vous voyez la montée aujourd'hui des irrédentismes démocratiques, c'est-à-dire l'AES, elle pose la question de l'échec du modèle démocratique à l'occidental. Et vous voyez que ce vent des souverainistes anti-néocolons est en train d'innerver toute l'Afrique. Donc, il faut qu'on se pose la bonne question. De quelle démocratie parlons-nous? Démocratie remède panacée ou placebo occidental. Il nous est vendu comme remède panacée, mais à la fin on se rend compte que ce n'est qu'un effet placebo. Ou alors la démocratie qui est le gouvernement du peuple, c'est-à-dire l'autodétermination, comme le disait Achille Mbembe. La démocratie n'est pas le simple fait
d'organiser des élections ou avoir des urnes dans un État. La démocratie, c'est la possibilité pour un peuple d'avoir l'emprise sur son propre devenir. Merci. De sorte que la Chine a décidé que c'est Xi Jinping. Et la Chine a fait un moule. Demain, ça ne sera pas Xi Jinping, mais celui qui sera là ne pourra pas s'écarter du moule. Il est donc temps que l'Afrique commence à réfléchir. Le Maroc, c'est un royaume. Mais le Maroc fait partie des États les plus démocratiques du monde. Et pourtant, c'est une monarchie. Merci, docteur. Je me tourne vers vous, puisque là, on est véritablement dans les construits politiques, on évoque la démocratie. Pour l'UPC, est-ce que nous sommes en démocratie, si on prend le cas du Cameroun? Selon les standards que le docteur Somba sur le plateau met en avant, des standards, je vais dire classiques, puisque lui, il a voulu différencier en fonction de l'attitude. Selon les standards classiques, alternance et tout ce qu'il a mis, est-ce que nous sommes en démocratie au Cameroun, avec les libertés, bien sûr, qui s'agrègent à ces concepts? Écoute, Stéphane, c'est très bien. C'est pour cela que nous sommes dans le plateau. On est différents. Oui. On a un analyste dans les domaines des sciences sociales. Et généralement, le problème qui se pose au Cameroun, c'est que nous qui sommes des scientifiques, qui comprenons très peu les choses, le droit, les sciences politiques, la communication, nous croyons aux lois, plus que ceux qui comprennent ces choses-là. Pratiquement. C'est vrai, quand vous allez avec un scientifique, nous on a peur de la loi. Et vraiment, ils savent comment ils peuvent la manipuler. Et c'est ça notre différence. Quand il vous décrit très bien ce que c'est que la démocratie, vraiment, de bout en bout, il a raison. Mais le vrai problème, c'est que si on dit terre à terre, nous sommes ici à 5. Chacun vient de son milieu. On dit qu'on a construit quelque chose, une association. Nous devons choisir qui dirige ça. C'est ça la démocratie. Oui. Mais si on choisit que c'est maintenant Timothée qui parlait là, c'est lui qui connaît ces choses-là, c'est lui qui dirige. Il peut arriver à un moment et on met les règles. Que bon, il va diriger, si on met les règles, qu'il va diriger pendant 2 ans. Un autre, Moïse vient. Après, non, le vieux lui attend d'abord, on prend Maître Zogo, et puis, mais c'est à un certain moment, parce que le vrai problème, c'est que quand on se fixe les règles, et vous venez, vous saccagez tous ces règles-là, ça n'est plus la démocratie, parce que c'est ça notre problème. Entre la démocratie et l'autocratie, c'est la durée au pouvoir. C'est la durée au pouvoir. Dans la démocratie, il faut prévoir l'alternance. À ce niveau, docteur Balaguel, le docteur Somba met en avant le modèle chinois où il y a démocratie, mais où Xi Jinping est président à vie. Là-bas, ça ne dérange personne. Dans tous les cas, il a dit encore, c'est pas tout ce qu'il a dit, hein. Il a dit encore que chacun s'assoit et construit sa propre démocratie. C'est ce qu'il a dit. Donc il ne faut pas seulement prendre comme donc c'est ce qu'il a dit. Donc le vrai problème ici, en réalité, quand vous parlez de l'Afrique, quel est le problème de l'Afrique? Qu'est-ce qui amène le coup d'État? C'est la volonté de durer au pouvoir pendant longtemps. Même au Gabon, c'est ça qui a mené ce problème-là. Mais, malheureusement pour nous, j'évite de parler de ça le plus souvent, c'est que quand les gens prennent le pouvoir trop jeune, ils ont le temps de durer longtemps. Oui. Quand ils prennent le pouvoir trop jeune, ils durent longtemps au pouvoir. Si quelqu'un prend le pouvoir à 79 ans, il ne peut pas faire 43 ans. Alors, donc vous est-ce que c'est le fait de prendre le pouvoir très jeune qui fait que les gens durent au pouvoir? Vous avez évoqué un exemple, le cas d'Abdoulaye est exemplaire. Le président Oligui vient d'être élu, mais lui il a dit c'est 14 ans, c'est-à-dire 7 ans fois 2. Et que si lui, Oligui, avait justement cette envie-là de faire comme les autres, ce serait une situation qui amènerait de façon automatique, même à un coup d'État, que la loi prévoyait que même par la force, on devait l'évacuer, le chasser du pouvoir.
c'est un... Aussi, là, on est sûr qu'il ne va pas changer de constitution. Parce que s'il ne change pas de constitution, c'est très grave. Parce qu'il a du peuple. S'il ne change pas de constitution, c'est très grave. S'il change la constitution, il est encore jeune. Il peut encore mettre 30 à 40 ans là. Oui. Et donc, c'est ça le vrai problème. Mais nous, il n'a plus l'engagement. Il a plus l'engagement, certes. Mais les lois nous édictent. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit politique en Afrique. Oui. Le problème, même en Guinée, là, c'est le changement de constitution. Il ne faut pas, c'est le changement de constitution, c'est-à-dire on dit que c'est 7 ans, 2 fois. Ouais. Après, on dit que non, les députés que vous-même, vous avez, il y a déjà l'appel du peuple, l'appel du peuple, ce n'est pas une ligne de mots. Mais il y a les députés qui sont là, qui n'ont pas été votés. Moi, je suis dans cette histoire-là depuis. Hein, ils savent que c'est par les mécanismes de la fraude, ils ont été à l'Assemblée. Et ils votent pour celui qui les a fait être là. Donc le vrai problème de ça, on va continuer à discuter, mais je vous dis que le problème c'est l'alternance. Parce que la démocratie a 4 points. Il y a le pluralisme idéologique. L'UPA et l'UPC, on peut avoir notre manière de penser. Nous sommes des nationalistes, comme il vous dit, nous sommes des panafricanistes. Peut-être les autres, et ils sont des républicains, ils ont leur manière de penser. Et donc, on doit savoir qu'il y a pluralisme idéologique. La deuxième chose, on parle aux élections. La souveraineté, c'est la souveraineté populaire. On dit que nous voulons les nationalistes et non les républicains. Et c'est eux qui choisissent. Maintenant, si c'est les républicains qui ont passé, ils ne doivent pas caler l'alternance. Ça doit bouger. Donc ils doivent savoir que les nationalistes, il y aura un temps où les nationalistes peuvent aussi venir. Mais si vous arrivez au pouvoir, vous mettez les mécanismes pour empêcher l'alternance, on retourne à l'autoritarisme. Oui. On n'est plus dans la démocratie. À ce moment, on commence à censurer l'opposition, à déstructurer l'opposition. Et c'est le cas, il me disait tout à l'heure que bon, lui, il faut que c'est interne. C'est pas interne, Moïse. Même si on s'entend, nous qui sommes là, ils vont toujours fabriquer un autre pour le nommer. Même si on entend, nous qui sommes là maintenant, tous les autres là, ils vont, mais vous êtes fort, tout le monde, vous êtes fort. Non, mais c'est quand on nomme quelqu'un, vous nommez quelqu'un, il fait ce que vous lui dites. Comment lui va... Vous nommez votre secrétaire général, l'UPC. Il va venir s'asseoir avec les gens qui ont été votés, élus dans le marché. Il ne va pas venir s'asseoir. Il fait ce que vous lui dites de faire. Et c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas, et j'ai dit ça plusieurs fois ici, vous ne pouvez pas inviter au niveau de la présidence de la République. Et cette histoire, et je vous dis ça, vraiment avec tout le contrôle, j'ai fait une réunion vendredi. Cette histoire va se terminer mal dans ce pays. L'histoire de l'UPC là. Parce qu'on ne crée pas les gens comme ça. À mon âge, vous venez, tu fais tout l'effort du monde entier. Tu fais l'effort pour être même un homme simple. On est en train de t'écraser, Et tu meurs. Tu meurs comme ça. Qui vous écrase, docteur? Mais c'est le régime en place. Vous ne pouvez pas, on vous nomme 3000 personnes, vous êtes voté par 3000 personnes, vous arrivez dans une manifestation, vous avez un billet qu'on vous a donné à la présidence, vous trouvez un autre type qui a le même billet, RG, toi tu es secrétaire général entier, lui il a un billet, la RG, UPC, vous êtes assis sur la même place. Vous dites que un pays ne sait pas qui est le leader d'un parti politique, qui est dirigeant d'un parti politique. Ils veulent nous amener dans les affaires 56. Comme ils ont les armes, après on va tirer sur les gens, on va commencer à emprisonner les gens. Et là, parce qu'ils veulent... Mais ces élections, on ne va pas laisser. Merci. Je te dis ça, et je suis dans... On ne va pas laisser. S'ils veulent tuer les gens, il y aura le sang. Il n'y aura pas de mort. Moi, je te dis comment nous sommes décidés. Quand on va calmer, il n'y aura pas de mort. On va prôner. C'est l'idéal sur ce plateau, prôner toutes les sensibilités qui puissent être... C'est ce qu'il vous a dit. La course, c'est ce qu'il vous a dit. À l'UPC. On ne fait pas comme ça. Nous sommes les frères d'un même pays. Vous êtes en train de froisser les gens, d'humilier les gens, de faire tout ce que vous faites. Non, vous avez un poste là. On ne vous demande rien. Laissez les gens dans leur parti politique là-bas. Vous êtes toujours en train de faire des choses, mais quelqu'un, il appelle, venez, asseyez-vous aussi, on fait le congrès ensemble, et c'est un ministre convoque un congrès d'un parti politique. Autant de questions. Jean Moïmbog, je retourne vers vous. C'est vrai que les perceptions peuvent dépendre du pôle
sur lesquels on les observe, la démocratie a quand même ses standards. Pour nous qui avons fait peut-être 30 secondes quelque part du côté de soi, on connaît un peu la norme. Docteur Essomba sur le plateau a rappelé même la norme, mais l'acteur politique de premier plan sur le plateau, lui aussi met en avant certains pendants. Finalement, on s'y perd. Est-ce que l'Afrique s'est éloignée du concept ou alors l'Afrique essaie de trouver sa voie à la manière de la Chine dans un concept assez ambigu? La différence entre nous et les autres, c'est que quand l'énoncé a été dit, les autres l'ont entendu comme instrument à construire. Mais nous, on a pris comme la panacée. C'est-à-dire que c'était un produit fini avec lequel il fallait courir. Oui. Et les conséquences sont donc, entre autres, ce que nous vivons avec l'UPC. Les dérives. Parce qu'il n'y a que des dérives, il n'y a que des incompréhensions. En fait, j'ai envie de dire que l'État, pourvoyeur, a cru que la démocratie était l'État commandeur, l'État décideur, l'État ordonnateur. Et on a un cas d'espèce clair aujourd'hui, où, à en croire les propos du SG, un ministre peut rentrer dans la vie d'un parti politique et pourtant, ce n'est pas ce qui doit être en politique et en démocratie. Alors, pour ma part, et il faudra donc qu'on mette l'énoncé et qu'on mette du contenu dans cet énoncé-là. La démocratie, c'est un modèle. Un modèle. Il faut donc déjà que le modèle soit concerté. Les autres l'ont dit ici. C'est un modèle qui est concerté, c'est un modèle qui est pensé, qui est voulu. Un peu comme les autres, la Chine, Singapour et autres, ont pris la peine de s'asseoir. Mais s'asseoir entre eux, pas avec nos conseils d'administration où il y a... On se comprend. S'asseoir entre eux, africains. Donc, les Camerounais devaient avoir leur modèle de démocratie, qui n'est pas le modèle de démocratie du Gabon, Oui. qui n'est pas celui de la Guinée équatoriale. Mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas changer aussi de nom? Si c'est le modèle du Gabon, est-ce que c'est encore la démocratie? Stéphane, il y a la norme générale, Oui. l'habillement. Sur le plateau, nous sommes tous habillés. C'est le concept général. Oui. Habillez-vous. Maintenant, dans l'habillement, chacun chez lui décide ce qu'il met sur lui. Et il y a Adidas, il y a Adibo. Très bien. Mais tout ça, Tant que vous êtes couvert, c'est déjà bien. Vous êtes habillé. Maintenant, le reste du nom de la griffe, encore qu'il y a des Adibo, s'ils sont plus beaucoup d'Adidas. Donc, tout dépend du fabricant. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on refuse délibérément de nous rasseoir, comme les autres ont fait, pour repenser le concept. On est rentré dans une dynamique où les néocolons ont pensé que tout leur appartient et ils vous donnent ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils vous donnent ce qu'ils veulent, ils nomment qui ils veulent, ils placent qui ils veulent, ils choisissent qui ils veulent, ils créent des concepts comme l'équilibre régional, on crée des concepts pour essayer de donner l'impression de plaire à tout le monde. Mais en fait, la réalité c'est qu'en démocratie, on se donne un modèle, on se donne un objectif, on se donne un timing. Mais là, le modèle, on réfléchit encore. L'objectif, on cherche encore. Parce que si on prend le cas de l'émergence, le problème, ce n'est pas l'énoncé. Qu'est-ce qu'on met dans l'émergence? Donc, à ce niveau, le contenu, c'est quoi? On a un sérieux problème de contenu. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a de cela 20 ans, 30 ans, le tourisme n'était pas quelque chose de fondamentalement générateur de revenus. Mais en 2026, ce n'est plus le cas. Pourquoi donner un si petit budget au Mintoul, un si petit budget au ministère de la Culture, et continuer à donner beaucoup d'argent à ceux qui finalement ne produisent même pas grand-chose, Et qui énerve même les Camerounais. et finalement qui énervent les Camerounais? L'éducation a tellement d'argent dans ce pays, pourtant tout le monde décrit le modèle. Donc vous voyez que quand vous commencez à dire on n'est pas d'accord avec ça, au lieu que le gouvernant entende concertation urgente, on entend défiance. Et on a trouvé le joli mot opposant. Vous n'aimez pas ce qui est en train d'être fait. Mais on ne peut pas aimer ce qui est en train d'être fait si vous nous dites que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il y a un problème, il y a un jeu de mots difficile qu'il faudra qu'on nous explique. Soit on rentre dans une monarchie où on décide de tout, on vous impose tout, et vous dites oui ou non. Oui. Soit on entre dans une réalité de gestion concertée où le pouvoir... Jean-Maurice Mok, vous étiez acteur premier plan lors des dernières élections. Il y a eu des offres qui ont été présentées. Oui. Il y a eu aussi le choix souverain du peuple. On ne peut pas le nier. Ça veut dire quand même que le peuple a été interrogé.
Chacun, à son niveau, a pris position et a donné son quitus par rapport au pouvoir qui est la sienne dans un projet. On peut aussi dire que c'est la dictature du plus grand nombre. Ça, c'est le troisième niveau d'une démocratie. La voix que le peuple donne. Le premier niveau, c'est le modèle. Le deuxième niveau, c'est le contenu. Quand on a un modèle qui stipule clairement que les élections sont libres et transparentes, avec un code responsable. Quand on a un modèle qui stipule que tous les Camerounais sont véritablement égaux, et qu'il n'y a pas qui ont le droit de s'enrichir sauvagement et d'autres pas, qu'il n'y a pas de Camerounais particuliers qui ont accès à certaines entreprises et d'autres pas, quand le modèle n'est pas juste à la base, le contenu même commence à être biaisé, commence à être faussé. Et quand le contenu est faussé, si vous choisissez un modèle, mauvaise norme, mauvais contenu, vous avez quoi au finish? Le modèle a été choisi, non? À 53%. Oui. Où est l'eau? Où est l'électricité? Mais non, finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qu'on gère? Non, la démocratie, finalement, c'est quoi? Mais Stéphane, permettez-nous, non, on ne peut pas dire ça. Quand vous êtes au pouvoir, et c'est ce qu'il faut comprendre dans un pays en voie de développement, quand vous êtes au pouvoir, vous devez construire un modèle de justice, un état de droit. C'est ça. Vous devez le construire. C'est ça votre responsabilité. Ah ouais. Quand vous l'avez construit, vous mettez des normes qui rencontrent la concertation des acteurs sociaux différents. Quand maintenant l'état de droit est placé, les normes sont placées, on vote quoi? Mais vous demandez de voter un projet de société où on revoit l'éducation. Mais l'ordre gouvernant n'a pas prévu qu'on peut revoir l'éducation un jour. Dans le modèle, on fait quoi? Il y a un jeu de dupes qui se mène là. Et je pense que la dernière élection est une fois de plus un appel pour un dialogue à construire le modèle démocratique camerounais. Oui. Dans ce modèle démocratique, on veut quoi du Cameroun? On va où? Personne n'est éternel. Bâtir des constitutions sur mesure, bâtir des lois sur mesure, c'est une chimère. Parce que tout le monde va passer. Mais quand on est passé, on est en train de donner un message subliminal d'éternel recommencement. Finalement, on veut quoi? Et je sors en rappelant que celui qui nous gouverne aujourd'hui a dit qu'il aimerait que l'histoire retienne de lui qu'il a apporté la démocratie. Je rappelle que c'est la concertation. C'est un modèle consensuel. Oui. C'est une dynamique pensée, voulue, résolue. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre l'industrialisation. Impossible. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre l'autodétermination. Impossible. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre le fait que la méritocratie prenne le pas sur le clientélisme et la préférence. Parce que nous voulons que le pays aille bien. Il veut donc qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie. Ça commence par les règles du jeu, la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer dans les questions et les temps électoraux sans être en danger. Et moi, je bénis Dieu parce que je suis une des preuves que finalement, se mettre en danger ou sortir du danger, on peut encore échapper dans ce continent. Donc, des modèles comme moi, que ça se multiplie. Que ça se multiplie au Cameroun et ailleurs. Et je sortirai donc par demander que pardon, les gens qui ont été arrêtés pendant l'élection, s'il vous plaît, libérez ceux qui peuvent être libérés. Merci. On va prendre une ou deux réactions, puisqu'il y en a qui parviennent, et on risque de les oublier, et le procès sera très vite fait. Prenons celle-ci qui nous vient de République du Congo. Bonsoir, chers panélistes. Bravo pour cette excellente émission qui éclaire les Africains. Voici ma question. Quel système conviendrait-il à l'Afrique pour amorcer son développement? Il faut revenir à la manière dont nos royaumes ont été dirigés. Longue vie à l'émission. C'est M. Ngolo Itoa, depuis Pointe-Noire, en République du Congo. Pardon, une seconde à M. Ngolo. Oui. L'Afrique aujourd'hui ne peut plus être une et indivisible facilement. Ce qu'on va perdre pour être une Afrique indivisible est énorme. Par contre, il faut que chaque nation africaine s'auto-détermine. Est-ce que vous savez que le Japon est un royaume? Le Japon est gouverné par un empereur, mais c'est un système démocratique. Tout à fait. Ils
Ils ont été sous le joug des États-Unis, mais se sont assis. Ils ont dit, pour notre culture, on n'aura pas un président de la République. Nous allons rester avec notre empereur. Mais il faut que le peuple s'exprime. Et le peuple s'exprime à travers quoi? Il décide au niveau du gouvernement. Ouais. Merci. Bonsoir le plateau, très belle thématique. J'aimerais rencontrer Maître Zogo. Il a une rhétorique qui me rend amoureux de la lecture. Pour l'instant, c'est Stéphane Barga. Je salue également ta sagesse d'avoir réuni tous les grands docteurs. Je suis tiraillé entre écouter ces grands docteurs pour ma culture et enrichir mon vocabulaire et le sommeil d'un débrouillard qui sort tôt et rentre toujours tard. Également, c'est M. Salomon Oundi, vétérinaire de formation. Très rapidement, autre contribution, on va privilégier celles qui viennent de l'extérieur. Il y en avait... voilà. En tout cas, Maître Zogo va se préparer. Bonsoir, Monsieur Stéphane Mbarga. Je suis Bana Sylvestre depuis le Gabon. Pour la thématique, moi, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec Maître Zogo du moment où il dit que l'émergence du Cameroun n'aura pas lieu en 2035. Car il n'est pas le génie de la patrie. Il n'a pas pour ce qui concerne la démocratie en Afrique, déjà, il faut comprendre une chose, qui est la suivante. Tous les partis politiques en Afrique sont subjectifs pour cause des idéologies. Cependant, pour une véritable démocratie, cela demande une véritable idéologie totalitaire. Idéologie totalitaire, c'est la profondeur poétique d'un peuple, justement. Le peuple, ce n'est pas la masse. C'est un mythe qui a la capacité endogène et exogène, qui est celui de transformer son capital intellectuel en résultat. C'est vrai que je me suis un peu perdu. Maître Zogo, moi je préfère vous donner la parole. Si vous avez compris quelque chose à ce qui est dit par nos téléspectateurs, mais surtout sur la température en termes de démocratie selon l'attitude africaine. Est-ce qu'à ce niveau encore, l'Africain reste dans son éternelle aventure ambiguë à Kamalalaï, où il ne sait justement pas quel chemin emprunter entre démocratie à l'africaine, entre guillemets, démocratie construite par nos propres référents, ou démocratie à l'occidentale, avec ses canaux qui vont de la liberté à l'alternance systématique. L'Africain semble perdu. Il y a un proverbe Menyimbasa qui dit que si les oreilles étaient les fesses, il s'en trouverait beaucoup pour ne pas savoir comment s'asseoir. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont des oreilles mais qui ont très peu de mal, qui ont beaucoup de mal à entendre, et vous en trouvez très peu qui savent écouter. Je crains que le téléspectateur ne m'ait pas écouté. Cependant, je vais me répéter, le Cameroun n'atteindra pas l'émergence à l'horizon 2035 pour trois raisons. La première, il n'y a aucun contenu dans l'expression émergence à l'horizon 2035. La deuxième, c'est que s'il y avait même eu un contenu, l'alignement actuel nous montre que nous ne sommes pas sur la voie. Et la troisième, c'est que vous ne pouvez pas avoir la prétention de construire demain avec ceux qui sont arrangés hier à ce que le présent soit difficile. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la manière dont un peuple désigne ses dirigeants est éminemment, viscéralement culturelle. Oui. Ça veut dire que, et là je prends tout l'exemple de la Chine, j'ai la chance d'être un fils d'enseignant. Je suis la 3e génération de fonctionnaires chez moi, j'adore la lecture. Mon père m'a vraiment initié à la lecture. Et j'ai beaucoup écouté la radio, très jeune, notamment les chaînes étrangères. Moi, je me souviens très bien que j'ai grandi avec l'expression « la Chine est une dictature ». Ça, c'est l'Occident qui vous disait que la Chine est une dictature. Mais là, on est en période de guerre froide entre les communistes et Stéphane Barga, on s'en fout. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que on doit être capable de savoir qui on est et se positionner par rapport aux autres. Pendant que vous dites que la Chine est un pays en développement, un pays émergent, la Chine se définit comme l'empire du milieu. Aujourd'hui, c'est l'usine du monde. Stéphane Barga, vous êtes de la région du centre. Du sud. Du sud, d'accord. On dit démocratie comment dans votre langue? C'est vrai que je ne suis pas... Ça n'existe pas dans ma langue. Moi, je suis étonné. Je suis Menyimbasa, je suis Vombidjoa. Démocratie, ça n'existe pas dans ma langue. Pourtant, nos sociétés sont toujours gouvernées, depuis toujours. Et elles étaient démocratiques. Et elles étaient, même en réalité, nous sommes les inventeurs de la démocratie. Ouais. Pourquoi je le dis? Parce que même si je m'en tiens à la définition occidentale de la démocratie, de la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple,
On nous a donné l'impression à un moment donné que celui qui dirige ne fait pas partie lui-même du peuple. Il est l'émanation du peuple. Ceux qui ont construit, bâti les empires qui ont fait la fierté de l'Afrique, c'était quoi? C'était des Martiens. C'était des gens qui sortaient du peuple, c'est l'émanation du qui peuple. vivaient avec. C'est là que j'ai commencé par dire comment on dit démocratie dans votre langue. On dit démocratie en lingala comment? On dit démocratie en fulbe comment? On dit démocratie en banjoun comment? Ça n'existe pas chez nous. Nous sommes, malheureusement, les Africains se comportent comme des éponges civilisationnelles sans filtre qui absorbent toutes les vomissures culturelles qui leur viennent d'ailleurs. Il faut que ce soit clair. La manière dont vous désignez vos dirigeants culturels, C'est pas fort, là, mais c'est une vomissure culturelle. Pourquoi c'est une vomissure Avec culturelle? ton intellectuel africain, on ne peut pas dire ça aussi. Façon aussi péremptoire, c'est fort. Stéphane Barga, je vous Jeu qui absorbe toutes les musiques culturelles. Stéphane Barga, fort, mais- je vous rappelle à toutes fins utiles que le nazisme a eu ses intellectuels. Oui. Kashmir. Dois-je vous rappeler que l'apartheid a eu ses intellectuels? Est-ce que vous savez que l'esclavage de l'Afrique a eu ses intellectuels Ouais. qui ont défendu ça? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont même dit que la Bible dit que nous avons été créés pour être les esclaves des autres? Il faut faire très attention. Donc, Je c'est suis faux. péremptoire. Nous nous comportons comme des éponges civilisationnelles qui, sans filtre, absorbent les vomissures culturelles des autres. Prenons l'exemple de la forme normative de la famille. Les gens sont venus vous dire qu'il faut être monogame. Et vous ont trouvé polygame dans des grandes communautés, avec un système de construction familiale séculaire, normé, codifié, qui ne posait le problème qu'à eux, mais qui pourtant exaltait la primauté de l'intérêt supérieur de la communauté sur les intérêts personnels. Par conséquent, Stéphane Baga, moi je ne vous parle pas de tropicaliser la démocratie. Je ne vous parle pas de nous arrimer aux standards démocratiques occidentaux qui eux-mêmes là-bas ne font pas chorus. Oui. Parce que je rappelle que la démocratie française n'a rien à voir avec la démocratie allemande, rien à voir avec la démocratie britannique, encore moins avec la démocratie américaine. Voilà 4 pays qui vous donnent des leçons, mais qui ne font pas la même chose chez eux. Au nom de quoi vous allez faire la même chose chez vous? C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain souffre... Excusez-moi, Maître Zogo. Il vous est impossible même de faire la même chose, puisque eux-mêmes là-bas ne font pas la même C'est chose. ça. Le problème, c'est pas dire que le problème, quand je parle de vomissure culturelle, c'est parce que nous sommes en train de vouloir nous imposer des choses qui sont aux antipodes de notre imaginaire collectif, des valeurs qui sont véhiculées dans notre imaginaire collectif. Et forcément, quand il y a un traversement de la conscience collective, les gens sont arrêtés. Peut-être qu'il faudrait nous rappeler les valeurs qui sont les nôtres, que ceux qui nous regardent semblent avoir oublié pour essayer de singer le modèle qui nous est vendu par les autres. J'apprécie l'expression singer. Nous sommes en train de singer quelque chose C'est dangereux. qui nous oblige. C'est un peu comme l'allégorie de l'aigle, de l'aigle qui sort d'un œuf qui a été malencontreusement dans un nid de poule. Le pauvre aiglon va essayer toute sa vie d'essayer de ressembler à des poussins qui en réalité au final sont en fait ses proies. Donc il faut faire très attention. Le problème, quand je dis que... Et pourquoi est-ce que nous n'allons pas atteindre au Cameroun, par exemple, l'émergence à l'horizon 2035? Parce que quand vous regardez très bien la manière dont le Cameroun est administré, pourquoi on a l'impression que il y a des gens qui ont chacun dans son esprit sa part de Cameroun? Quand vous dites aux gens que, mais attendez, regardez le Carrefour Étoudi qui est à un jeu de pierre du Palais de l'Unité, ça ressemble à quoi? Ça ne date pas d'il y a 50 jours, d'il y a 1 an. Moi, j'ai grandi à Étoudi. Je suis désolé. Ce Carrefour Étoudi que je vois aujourd'hui n'a rien à voir avec le Carrefour Étoudi d'il y a 30 ans. Les choses vont de mal en pire. Et ça, c'est simplement parce que la boussole qui est le contrat social dans tous les peuples, n'existe pas chez nous. La Chine que nous avons sous les yeux s'est imposée sur le fondement de 2 choses. Le projet de société de Mao et la capacité de la Chine à imposer sa vision au monde à partir des événements de Tiananmen. Ce ne sont pas des enfants étrangers que les chars ont écrasés, c'est des enfants chinois. C'est un message fort, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, pour vous dire que l'intérêt supérieur de la Chine prime sur la vie même d'un individu. Merci. Donc, je voudrais sortir en disant simplement aux téléspectateurs que
quand je dis que nous n'allons pas atteindre l'émergence en 2035, ce n'est pas un débat de personne. C'est un débat prospectif, idéologique et praxiologique. Et nous nous fondons sur le fait que, contrairement à ceux qui spéculent sur les réseaux sociaux étant assis ailleurs, comme le dit le proverbe Nyembasa, si le WC vous dit que vous sauvez des hémorroïdes, ne discutez pas, ils voient ce que vous ne voyez pas. Moi, je suis au Cameroun, et ce que je vois, vous ne voyez pas ça étant là-bas. Merci. Bonsoir, c'est Anon depuis Soir Barrage. J'aimerais connaître, est-ce que le Cameroun est un pays démocratique? Parce que je voudrais m'enrichir avec votre excellent niveau. Il faut rester donc très attentif à ce qui est dit sur ce plateau, cher monsieur ou madame, je ne sais pas, Anon de Soir. Bonsoir monsieur Mbarga, la démocratie n'a développé aucun pays dans le monde. Les USA, l'Allemagne, le Japon, la Chine, etc. C'est Moulu de Yaoundé qui a réagi. Merci monsieur Stéphane Barga. Oh, c'est mon travail, ce plateau. Jean-Moïse Mbok, on s'en va tout doucement vers ce qui pourrait s'apparenter à un saut vers l'inconnu avec cette démocratie qu'on nous a vendue. Mais aujourd'hui, que les Africains se réveillent, est-ce que, comme le docteur Somba semble le préconiser, il n'est pas temps d'aller vers un mix qui intégrerait nos réalités à nous, en prenant aussi ce qu'il y a de bien chez les autres, parce qu'on ne va pas dire que ce qui vient d'ailleurs est totalement mauvais, en intégrant peut-être ce qu'il y a de bien là-bas avec nos réalités. Est-ce qu'on ne peut pas faire un mix pour que, justement, on essaie de construire un modèle qui nous ressemble et qui soit capable d'être compétitif dans la mondialisation qui quasiment gouverne nos latitudes? Ben, pour choisir un modèle, il faudrait que ce qui nous gouverne ait suffisamment d'humilité pour comprendre qu'ils sont des humains comme tout le monde et qui gagneraient à écouter les autres. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais qu'un autre ou qui est moins Camerounais qu'un autre. Et ça, c'est le cas du Cameroun, valable pour le Congo, valable pour le Gabon et ainsi de suite. Il faudrait déjà qu'on rentre dans une dynamique quand même de reconnaître qu'on est des êtres humains. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Oui. Et si nous avons été choisis pour mener la barque, c'est pas parce que nous sommes les plus intelligents, les mieux lotis, c'est parce que nous avons justement un cœur plus à même de fédérer, d'amener les autres à se retrouver ensemble. Quand donc les leaders l'ont compris, vous savez, chaque famille évolue avec la qualité et le dynamisme de son chef de famille. Un chef de famille qui est responsable et qui est ouvert, même si les gens ne s'entendent pas, il a toujours cette faculté, cette sagesse de savoir amener les gens à l'essentiel. Oui. Quand il y a un événement, même si on est assis côte à côte, on ne se parle pas, on est tous à l'événement. Parce qu'il sait vous montrer ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, la démocratie devrait être vue si elle est acceptée. Et si c'est le modèle qui est accepté chez nous, parce que, une fois de plus, quand on s'assied et qu'on décide que c'est le modèle qu'on a accepté, c'est le contenu qui va faire la différence. Ce n'est pas le libellé. Donc, quand les gens se reconnaissent dans le contenu, je vous promets que tout le monde, grand, petit, rentre dans une nouvelle dynamique. Et c'est de là donc que le volet culturel rentre, parce qu'il y a le chauvinisme, il y a une envie ferme de s'affirmer pour le monde, il y a une envie ferme de vendre le Made in Cameroun. Oui. Parce que je rappelle que nous avons ce concept ici. Mais je me demande si les acteurs et les promoteurs de ce concept comprennent la profondeur du concept Made in Cameroun et la portée civilisationnelle. C'est notre ADN, c'est notre capacité. Made in Cameroun, j'aurais pu poser la même question. Made, ça veut dire quoi en étonne? Vous avez la signification de made? Mais non, c'est pas un concept. Non, c'est pas un concept. Fabriqué, fait à, fabriqué au Cameroun, pardon. Vraiment, nous sommes dans une dynamique où je crois que Stéphane, l'avenir de l'Afrique, des différents pays de l'Afrique et du Cameroun en particulier, dépend du leadership que nous avons aujourd'hui. Oui. Un leadership qui va rappeler à la jeunesse que celui qui dirige est celui-là même qui doit être le plus clément, le plus avenant, le plus disponible et le plus à même d'amener les gens à des objectifs qui sont clairs. Les gens qui vous parlent de la place Tiananmen, où justement il y a eu un message, vous nous parlez d'amour. Mais écoutez, Stéphane, non, ne parle pas de contexte. Non, il y a un problème de contexte. À ce niveau, je ne vois pas un pays où les gens s'asseyent
comme au Burkina Faso actuellement, pour se dire voilà où on va. Oui, on sait où Et les gens s'opposent. Non, le président Traoré le fait dans toutes les universités. Ne niez pas ça. Il prend la peine d'échanger avec les jeunes et il leur dit mais écoutez, c'est pas laissez, s'il vous plaît, ce n'est pas le débat. Mais vraiment, quand je prends des exemples, je vous laisse prendre des exemples. Oui, non. Laissez-moi prendre des exemples que nous pouvons vérifier sur Internet. Le président Traoré cause avec les jeunes. Il leur dit ce qu'ils pensent. Position de force. C'est pas grave. Ce n'est pas le problème. On fait la même chose. Ce n'est pas le problème. Tout ce qui dirige la position de force. George Washington a fait la même chose. Aujourd'hui au Cameroun, c'est qui nous gouverne sans position de force. On fait la même Mais cette force-là, non, justement, cette force-là doit être mise au service du peuple. Oui. Et non au service de quelques-uns. C'est ce que nous disons en Afrique centrale, et notamment au Cameroun, c'est que quand on entend ministre, on entend une couverture, une protection, une sécurité et un guide. Ce n'est pas un bourreau. Quand on entend président, quand on entend directeur général, quand on entend même homme en tenue, c'est la protection d'abord et l'orientation. Donc moi je pense que si nous ne voyons pas des choses de manière élémentaire comme ça, et qu'on essaie de vouloir discuter, on ne s'en sortira pas. Il y a de l'espoir, c'est possible de faire des choses très bien dans ce pays, mais il faudrait qu'il y ait d'abord la concertation. Merci. Merci et bonsoir à vous. Question n'ayant pas de rapport avec le thème adressé au modérateur. Est-ce que vous avez acheté votre costume? Non, c'est pas ça. Le téléspectateur me demande as-tu retrouvé ton véhicule? Non, malheureusement. Le véhicule est toujours entre les mains des malfaiteurs. Ça annonce un meilleur véhicule. Entre les mains des malfaiteurs qui l'ont. Ça annonce un meilleur véhicule. Je préfère me référer à ce que le docteur Mbok dit, que ça annonce un meilleur véhicule. Ouais. Malheureusement, si vous avez des nouvelles, ou alors vous avez une information, nous sommes preneurs. Voilà le numéro. Renseignez-nous. Le véhicule, malheureusement, n'a toujours pas été retrouvé. Autre réaction. Bonsoir, je comprends les frères du Cameroun parlent de la démocratie. Ils oublient vraiment que dans un pays démocratique, il n'y a pas d'investiture. Autre réaction. Vraiment, vos panélistes nous tournent en rond. Qu'ils nous proposent leur démocratie à eux. Bonsoir Stéphane Braga, le téléspectateur du Gabon revient. Dites à M. Zogo qu'il n'est pas un chef-d'œuvre de lecture car le panafricanisme est un maillon faible intellectuellement dans un monde global. Signé Bana Sylvestre de Libreville. Docteur Baleguel, alors vous à l'UPC, vous avez été quasiment à la création de l'État du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes 70 ans plus tard, après les indépendances, et vous voyez toujours ce balbutiement-là. Qu'est-ce que vous vous proposez dans le projet Cameroun, étant entendu que beaucoup de concepts, Maître Zogo le rappelait, ont lamentablement échoué, santé, émergence est annoncée comme un échec. On est même en plein recensement. Là-bas aussi, total. Interrogation, je ne vais pas encore dire échec, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de cela. Qu'est-ce que vous proposez pour asseoir un modèle qui intègre toutes les sensibilités et qui intègre et donne la parole à tous les Camerounais? Oui, mais je vais proposer ce qu'est l'Union des populations du Cameroun. Et c'est la deuxième fois que j'ai dit ça ici. Que l'Union des populations du Cameroun, on savait que nous sommes des aires culturelles différentes. Oui. Et qu'on se rassemble pour le nationalisme. Mais on n'oublie pas que chacun a sa culture. Et c'est ça que Timothée veut dire qu'on doit valoriser ça. Donc il n'y a pas, c'est difficile d'avoir une culture camerounaise. Oui. C'est difficile. Mais c'est d'où le nom de l'Union des populations du Cameroun. Et les populations là, c'est les aires culturelles. Maintenant, pour gérer un pays comme le nôtre, il faut faire la bonne décentralisation. C'est tout. C'est pas difficile. Et le problème, c'est que les gens veulent gérer tout ici à Yaoundé. Il faut faire la bonne décentralisation. On a beau tourner sur les concepts, oh non, et il dit là que bon, lui-même, il a accepté que la démocratie, c'est pas la même chose un peu partout. Et Timothée, il vous dit que la démocratie, que le pays africain était même démocrate. C'est ce que vous avez dit. Et Moïse soulève le problème d'arrogance. Parce que c'est ça le vrai problème, parce que les gens qui nous dirigent sont arrogants. Il dit que parce que, tout pasteur qu'il a, il dit qu'il faut rassembler. Il faut rassembler les gens. Vous ne pouvez pas diriger les gens
en les fouettant, en les menaçant tout le temps. Et en leur interdisant de pleurer. En leur interdisant de pleurer. Ne pleure pas. Et donc, quand on va dire que quel modèle démocratique, je vous dis, et j'insiste, et si vous voyez la lettre que Oumiobe et Wandji Ernest ont signée à l'endroit, à Belkinge, pardon, de haut commissaire en 1958, il parlait de la décentralisation. Oui. Il y a eu des assemblées régionales et une assemblée nationale qui devrait être conçue pour gérer les lois, pas pour développer le pays. Je vais vous faire lire ce document, je vais vous envoyer ça. Non, j'ai fini. Oui, il avait dit ça. J'ai fini en disant que le fait de dire que la démocratie c'est une affaire des blancs et tout, ça donne la force à ceux qui nous gouvernent. Pour dire que c'est pas on peut donc faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, même si on triche les élections, même si on fait n'importe comment. Ça donc ça. il faut faire attention quand on est dans un plateau pareil. Quand vous allez, combien de premiers ministres on a changé au Royaume-Uni? Je crois 7 en quelques années. Oui. 7. En 3 ans. En 3 ans. C'est une démocratie. Et c'est là-bas, vous avez bien dit il y a le roi, mais il y a le premier ministre qui fait l'exécutif. Oui. Comment est-ce qu'on vote le président d'un grand pays que les États-Unis? Ce n'est pas un vote direct. C'est clair. Grands électeurs. Ils ont des grands électeurs. Oui. Et là-bas, en Allemagne, c'est le chancelier. Oui. En France, ils ont une autre manière de faire. Mais le concept, c'est le pouvoir pour le peuple. Avec des indicateurs clairs. Avec des indicateurs. Si nous avons choisi accepter la démocratie, puisqu'il dit que la démocratie a aussi des fondements africains, si nous avons accepté ça, asseyons-nous et faisons notre part et voyons comment est-ce qu'on peut évoluer, mais en respectant les gens. Moi, je termine par là. Nous avons dit ici qu'il faut changer le code électoral. Et que le code électoral ennuie. Et tout le monde sait ça. Que tout ce que les gens qu'on a tiré sur les jeunes là, c'est à cause du code électoral. Parce que le code électoral, on ne comprend pas ça très bien. Et on dit, on a fait des propositions. Moi, j'ai fait beaucoup de propositions, on ne le veut pas. Quand Toumani Damdouya, il ne faut pas qu'on dise la réalité. Quand Toumani Damdouya a demandé au chef de l'État que j'ai envoyé le code électoral, les propositions pour le code électoral ici, là, quand le chef de l'État lui répondait qu'il n'a pas encore vu ça, j'étais à côté. Oui. J'étais à deux, j'étais avec Toumani Damdouya, j'étais à côté quand le chef d'État lui disait ça. J'ai entendu. Mais pourquoi? Et on a fait 2 ans à vouloir changer le code électoral. On a les gens nous ont aidés même. Et pour nous dire que ça c'est pas parvenu sur le chef de l'État. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire qu'il y a le blocage et il y a l'arrogance. Merci, LG. Bonsoir, Richard depuis Yaoundé. L'Afrique n'a pas besoin de démocratie, plutôt de bonne gouvernance. Bien vouloir être patriote et non faire de l'apologie de la démocratie, qu'on fait la Chine, la Russie, et n'oubliez pas une forme le de concept du discours de la bolle en France. Merci à vous, Richard. Voilà. Tellement le message, mais il faut quand même que le docteur et son bas s'expriment. Lorsqu'il nous reste lorsqu'on dit démocratie, vous parlera aussi. Gouvernement du peuple, ça renvoie à une réalité simple. Vraiment, je reste prosaïque sur la question. C'est la participation du peuple au processus décisionnel. C'est ça. Maintenant, comment est-ce que le peuple participe? C'est donc là où le contrat social endogène intervient. En France, ils ont commencé avec le suffrage censitaire. Ce n'est que ceux qui avaient les moyens qui devaient participer aux élections. L'élite. Quand ils se sont rendus compte que la majorité de la population qui n'avait pas de moyens, mais qui était déjà éveillée, était discriminée, ils sont passés au suffrage capacitaire. C'est ceux qui avaient la possibilité d'aller à l'école, ceux qui avaient fait l'école, seuls qui pouvaient participer au processus de prise de décision. Et puis ils se sont rendus compte que c'est encore discriminatoire. Ils ont adopté le suffrage universel. Tout le monde participe au processus décisionnel. Le problème de l'Afrique, et vous avez posé cette question tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas s'asseoir pour définir. On ne veut pas. On veut prendre un peu chez tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Merci. Le modèle africain Se définit par nous-mêmes. est un modèle qui a un ancrage traditionnel.
Si on veut construire une démocratie à l'africaine, nous sommes obligés de prendre les fondements traditionnels de la démocratie. On respecte les 9 notables, non? On bannissait les mauvais rois. On bannissait les mauvais rois en Afrique. Les droits de l'homme sont nés en Afrique avec la charte Mandé. Pourquoi on n'enseigne pas tout ça à nos enfants pour comprendre que c'est même chez nous que la démocratie est née? On fera un plateau dessus. Même en France, le roi en une minute, le temps est achevé. achevé. Modèle, vision, démocratie. J'aimerais seulement dire aux Africains qui nous écoutent, aux Africaines qui nous écoutent, que nous sommes condamnés à nous donner les moyens de connaître le passé pour pouvoir comprendre le présent afin de mieux construire l'avenir. Parce que chaque arbre se développe à partir de ses racines et il doit plonger ses racines dans un substrat fertile pour pouvoir croître. Nos racines, c'est notre culture et ce substrat, c'est notre histoire. Merci, Maître Zogo. C'est avec le cœur serré que je m'en vais conclure cette émission. Malheureusement, nous avons des millions de communications qu'on ne peut pas relayer. Merci à vous vraiment qui nous faites confiance, qui écoutez de façon attentive ce qui est dit sur le plateau de Ouro Africa. La prochaine fois, on essaiera, autant que faire se pourra, de relayer toutes vos contributions, puisqu'on est là pour construire l'idéal panafricain. C'est chaque lundi, lorsque les 21h sur Info TV à Yaoundé, au Cameroun. Merci encore et redonnons rendez-vous lundi prochain, toujours sur la même chaîne, Info TV, la chaîne du panafricanisme, la chaîne de proximité, la chaîne du vivre ensemble. Bien le bonsoir. Ici,